Alors, bienvenue pour cette exploration un peu particulière aujourd'hui. On va se plonger dans des écrits qui, disons, secouent pas mal les idées établies sur l'évolution, mais aussi sur notre propre réalité. Oui, on a une série d'extraits qui développent une argumentation critique. On va regarder ça de près, analyser la logique interne du texte, sans jugement de valeur, juste pour comprendre le propos. Comprendre comment l'auteur articule sa pensée, c'est ça. Et ça commence fort avec la biologie, la critique de la théorie de l'évolution. Tout à fait. Le premier point soulevé, c'est la complexité cellulaire, l'ADN. Le texte parle même d'un silence embarrassé sur son origine. Il y a cette comparaison avec une bibliothèque immense, 900 volumes pour l'information génétique. Oui, et l'analogie de Fred Royle, elle est frappante. La tornade qui assemble un Boeing 747 dans une décharge pour dire à quel point l'apparition de la vie par hasard serait improbable, selon l'auteur. Voilà. Et cette improbabilité, elle est liée, dans le texte, à la question des fossiles. L'argument principal, c'est l'absence supposée de formes transitionnelles claires. Ah oui, les fameux chaînons manquants. Exactement. Le texte cite le coelacanthe, vous savez, ce poisson préhistorique, retrouvé vivant, ou alors il pointe des manques dans les liens fossiles entre poissons et amphibiens, puis amphibiens et reptiles, en citant des paléontologues comme Carroll. Et l'explosion du Cambrien est aussi mentionnée, non? Comme une apparition soudaine de la vie complexe. Oui, ça, et l'apparition des mammifères, présentés comme rapides et diversifiés. Même l'Archéoptérix, souvent vu comme un lien entre dinosaures et oiseaux, est décrit ici comme un oiseau à part entière. Pas vraiment une transition. D'accord. Et sur les mécanismes même de l'évolution, comme les mutations, la sélection naturelle, qu'en dit le texte? Il les nuance fortement. Pour les mutations, il rappelle qu'elles doivent être germinales, donc transmissibles, et qu'elles sont souvent neutres ou carrément nuisibles. Il y a aussi cette idée d'homéostasie génétique. Une sorte de résistance au changement neuf. C'est ça, une tendance des gènes à maintenir une certaine stabilité. Et la sélection naturelle, elle est vue comme capable d'adapter, de faire varier, mais pas de créer de nouvelles espèces fondamentalement différentes. Plutôt une microévolution, quoi. C'est une critique assez radicale. Et ça touche aussi l'évolution humaine, j'imagine. Absolument. Le texte est très sceptique sur les reconstructions faites à partir de fragments osseux. Il classe les australopithèques comme des simples singes, Et les Homo habilis ou rudolfensis. présentés comme très similaires aux australopithèques en fait. L'auteur met aussi en avant la coexistence d'espèces qu'on présente souvent comme ancêtres et descendants, ce qui poserait problème pour une lignée directe. Donc Homo erectus, Néandertal, ce serait juste des humains. Voilà, des variations humaines, mais pas des étapes primitives. Et il y a même un argument biomécanique contre une bipédie intermédiaire jugée impossible ou très inefficace. Bon, c'est dense sur la partie biologie et paléonto, mais le texte ne s'arrête pas là, il utilise d'autres arguments. Oui, il passe à la physique, la chimie, les probabilités pour renforcer son propos. On retrouve l'argument probabiliste contre la formation spontanée des protéines. Et les calculs donnent des chances infimes, 1 sur 10 puissance des milliers. Astronomique, oui. Et il y a des détails chimiques aussi. Tout à fait. La nécessité d'avoir que des acides aminés gauchers dans le vivant alors que la chimie produit les deux formes. Et puis la difficulté de créer des liaisons peptidiques, la base des protéines, dans l'eau. Et la physique, la thermodynamique, le Big Bang. Deux arguments clés, oui. D'abord, la seconde loi de la thermodynamique. L'entropie, la tendance naturelle au désordre. Comment l'ordre très complexe de la vie a-t-il pu émerger spontanément? C'est posé comme un obstacle majeur. Et le Big Bang. Il est interprété comme une preuve qu'il y a eu un début, une création. Le texte cite même des physiciens qui parlent d'un réglage fin de l'univers suggérant une conception. On voit bien comment les arguments s'enchaînent, partant de la biologie pour aller vers la physique fondamentale. Et ça nous mène où, finalement? Ça nous mène à la partie la plus philosophique, la plus déroutante peut-être, la nature même de la réalité qu'on perçoit. Ah oui, l'idée que ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce n'est pas directement le monde extérieur. Exactement. Le texte affirme que tout ce qu'on expérimente, les couleurs, les sons, le goût, même la sensation de distance ou de solidité, n'est qu'une interprétation faite par notre cerveau, à partir de signaux électriques. Il cite Berkeley, les objets n'existent que comme idées dans l'esprit. C'est vertigineux comme idée, Le monde serait une construction de notre esprit. comme un rêve. C'est un peu l'analogie utilisée, oui. Un rêve très cohérent, mais une construction interne quand même. Le seul monde auquel on a accès directement, c'est celui qui existe dans notre conscience. Même le temps. Le temps aussi est vu comme relatif, subjectif, lié à notre mémoire, à notre perception du changement. Tout ça pour critiquer une vision purement matérialiste. Et suggérer quoi à la place? Une autre réalité ? Une réalité sous-jacente, peut-être spirituelle,
Le texte évoque même une proximité divine et l'idée d'un destin, que tout serait déjà écrit en quelque sorte. C'est une remise en cause très profonde du matérialisme. Bon, si on récapitule, on a une critique de l'évolution basée sur la complexité, les fossiles, les probas, la physique. Et tout ça débouche sur une idée radicale. Notre réalité matérielle serait une expérience subjective, une construction mentale. C'est exactement ça. Et ça nous laisse, en guise de réflexion finale, une question assez fondamentale posée par ce type de pensée. Si notre expérience est une interprétation, un film intérieur, quelle est la nature de ce qui projette ce film ? Quelle est la source de ces signaux que notre cerveau interprète ? Comment distinguer l'interprétation de l'original, si on peut dire ? Voilà. C'est une question ouverte sur la nature ultime de ce qui est et de comment on le sait. De quoi laisser songeur.